Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc peut-être en introduction, un peu revenir sur l'année 2017, qui pour le groupe Air France-KLM a été globalement une année positive. Une année positive parce que on a une augmentation de l'activité du chiffre d'affaires. Donc très clairement, je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui puisque nos résultats seront publiés le 15 février. Et donc on est dans une période de silence par rapport à l'officialisation de ces résultats. Donc ceci étant, on a une augmentation du chiffre d'affaires. On va avoir une forte augmentation des résultats opérationnels, avec aussi une forte diminution de la dette. Et par ailleurs, donc sur l'aspect économique et financier, la situation en 2017 s'est assez largement améliorée. Et ce qui était une des fragilités du groupe, qui était une dette trop importante et une valorisation boursière trop limitée. Elle était d'1,5 milliard en juillet 2016. Elle est, alors que chez IAG, autour de 12 milliards et Lufthansa à peu près au même niveau. Et on est passé d'1,5 milliard à pratiquement 6 milliards, ce qui est encore la moitié de nos principaux concurrents, mais pratiquement multiplié par 4 en un an. Donc ça, c'est pour les aspects économiques. Sur les aspects plus opérationnels, plus stratégiques, effectivement, l'année 2017 a vu la mise en œuvre du plan Trust Together. Alors simplement, on est une entreprise internationale qui parle néerlandais aux Pays-Bas et français à Paris. Et donc, la langue commune entre les Néerlandais et les Français est l'anglais. Donc, d'où le nom de Trust Together. Et qui était basé sur la volonté de reprendre une croissance rentable, en particulier chez Air France, qui avait connu ces dernières années une absence de croissance. Donc on est revenu avec une offre, sur une offre plus importante, d'ailleurs, qui a été rendue possible non pas par l'augmentation de la flotte, mais par une forte augmentation de l'utilisation de la flotte, ce qui est la façon la plus économique de créer du chiffre d'affaires, puisque les avions sont là, vous n'avez pas besoin de payer des loyers ou des coûts de possession supplémentaires. Donc une reprise de la croissance qui d'ailleurs va s'accélérer les années prochaines. Ce qui avait été le point numéro 1 du projet stratégique, qui était le renforcement des partenariats sur le long courrier. Et là, nous avons fait des progrès importants, puisque nous avons signé un accord stratégique avec Delta, où Delta prend 10% du capital de Air France-KLM, et que nous allons, nous-mêmes, prenant 31% du capital de Virgin Atlantic, créer une joint venture unique sur l'Atlantique Nord avec Delta, Virgin et Air France-KLM, nous permettant d'être le numéro 1 des relations entre les États-Unis et l'Europe, avec une part de marché de 30%. Autre partenariat stratégique avec China Eastern, qui a aussi pris une participation de 10% dans le capital, et sur lequel nous souhaitons renforcer notre position de leader européen à Shanghai, la capitale économique de la Chine, et être présent pour l'ouverture du futur grand aéroport qui est en train d'être construit près de Pékin, l'aéroport de Daxing, qui ouvrira fin 2019. À côté de ça, nous avons également noué un partenariat stratégique avec la première compagnie privée indienne, Jet Airways, qui nous permet d'être bien positionnés sur un des marchés, d'abord en taille et en croissance, les plus importants au monde. Ça, c'est un aspect très positif. Un deuxième aspect positif, c'est la création de Joon. Ça faisait partie du projet présenté lors de la présentation du plan Trust Together. C'était la création d'une compagnie qui nous permettait de lutter sur le long courrier face aux compagnies du Golfe. On pourra revenir là-dessus, avec une structure de coût inférieure, et qui nous permettait d'avoir un réseau moyen courrier sur Roissy qui permet de nourrir le long courrier, qui soit
là aussi plus efficace parce qu'avec des coûts inférieurs, comme il était évident qu'on n'arriverait pas à trouver les moyens de baisser les coûts dans la structure actuelle, les coûts en particulier des personnels navigants techniques et commerciaux, la réponse a été de trouver le moyen en créant cette compagnie qui a été difficile à mettre en œuvre puisqu'il y a eu de longues négociations avec le syndicat des pilotes, mais qui vole avec succès depuis le mois de novembre sur effectivement un certain nombre de destinations moyen courrier et qui fera ses premiers vols long courrier à partir du mois de mai. Et d'ailleurs, une des destinations long courrier nouvellement créée à côté de Fortaleza au Brésil, c'est les Seychelles avec Mahé, une destination que Air France avait été obligée d'abandonner devant la concurrence des compagnies du Golfe il y a quelques années. Parmi la modernisation de la flotte des deux compagnies, Air France et KLM, il y a l'arrivée des nouveaux avions qui sont aujourd'hui les Boeing 787 qui, entre parenthèses, nous permettent d'avoir une réduction de la consommation par siège kilomètre de 20%. Ce qui est une des réponses, mais pas la seule, à vos questions sur l'environnement, avant de voir arriver les premiers Airbus 350 en 2019. Enfin, ça a été le développement de Transavia, plus 12% cette année, qui sera poursuivi l'année prochaine avec plus 18% d'offres, et qui a été à la fois efficace en termes d'offres présentées, mais aussi de résultats de passagers et de résultats économiques. Donc tout ça a permis de créer à l'intérieur du groupe et tout spécialement d'Air France un sentiment de reprise, ce qui était le souhait qu'on avait affiché, de reprise d'offensive et de reprise de plus grand dynamisme vis-à-vis de nos concurrents. Donc ça, c'est pour les éléments positifs. Reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on est qu'au début d'une transformation du groupe et en particulier d'Air France qui doit être poursuivie et amplifiée. D'une part parce que nos résultats, s'ils se sont améliorés, restent assez largement inférieurs à ceux de nos concurrents. Si vous prenez le taux de résultat opérationnel, il est en gros dans le groupe à peu près autour de 6%, mais avec 4% pour Air France et 9% pour KLM, alors qu'il est de l'ordre de 9% chez Lufthansa et 10 et 12% chez British Airways. Donc résultats qui traduisent premièrement un retard par rapport à nos concurrents et un écart assez significatif de résultats opérationnels entre Air France et KLM. Deuxième élément sur lequel nous ne sommes pas satisfaits et continue à avoir du travail à faire, c'est la performance opérationnelle et en particulier la régularité des vols, avec une performance insuffisante sur le hub de Roissy, là plus particulièrement dû à des conditions extérieures, et je pense en particulier à la longueur des filtres de police, aux filtres de police de la police de l'air et des frontières, qui désorganisent complètement les correspondances et donc créent des situations difficiles. Une gestion des bagages qui reste largement améliorée avec des systèmes de tri de bagages qui ne sont pas toujours aussi performants. Donc tout ça à Roissy. Pour ce qui concerne le domestique, là, c'est des facteurs qui sont assez largement imputables au groupe et à la situation à la fois opérationnelle, technique et de maintenance de la compagnie Hop Air France. Et je pense que ceux qui sont élus en dehors de Paris voient très bien ce que je veux dire. Donc là-dessus, il y a un gros travail
et ça fait partie effectivement des chantiers qu'on prévoit pour l'année 2018. Alors l'année 2018, la question environnement se caractérise par des éléments différents de ceux de cette année qui avait été caractérisée, et ça explique en partie les bons résultats qui sont ceux du groupe, mais qui sont ceux aussi de l'ensemble du secteur aérien, par une augmentation assez forte de la demande. Et là, c'est clair qu'elle est plus forte pour ce qui me concerne que chez d'autres concurrents, parce que les touristes lointains qui avaient boudé l'Europe et particulièrement la France à la suite des événements dramatiques des années 2015-2016 sont assez largement revenus, et que par ailleurs on observe sur nos marchés européens un dynamisme lié à la situation économique meilleure, et ce qu'on observe assez fortement en France depuis le début de l'année. Donc l'année dernière, une force demande et une pression concurrentielle qui était relativement modérée, c'est-à-dire qui correspondait en gros, le nombre de sièges offerts, présentés sur le marché, correspondait l'augmentation, en gros, à l'augmentation de la demande. Donc, ce qui a permis d'avoir une gestion de la recette unitaire assez positive. Et par ailleurs, un niveau du pétrole qui est resté bas sur la plupart de l'année. L'année 2018, elle, commence sous des auspices un peu différents et un peu plus difficiles pour nous. D'une part, avec l'augmentation du coût du pétrole, qui a assez fortement augmenté ces dernières semaines. Et deuxièmement, par une pression concurrentielle beaucoup plus forte. À la fois, les compagnies du Golfe qui s'étaient un peu calmées, si je peux dire, parler familièrement l'année dernière, se repartent à l'offensif avec une offre bien supérieure, suivie par Turkish Airlines qui, en raison des événements, s'était là aussi mis un peu en sourdine, et là a une offre très importante. Une assez forte augmentation de l'offre des compagnies chinoises et du sud-est asiatique, et l'arrivée en force des compagnies low cost long courrier, avec en particulier norvégienne. Il y a 2 ans, Norvégienne avait plus de vols sur l'Atlantique Nord que KLM, et cet été, Norvégienne aura plus de vols sur l'Atlantique Nord que Air France. Donc ils ont une dizaine d'avions 787 qui vont arriver. Il y a une croissance là très forte. Il y a l'arrivée en France de Level, la filiale de British Airways, qui va s'installer à la filiale low cost du groupe IAG, plus exactement, qui va s'installer à Orly pour voler sur les Antilles et sur l'Amérique du Nord, New York et Montréal. Et par ailleurs, une augmentation de la présence en France des compagnies low cost, avec EasyJet qui met en place des bases supplémentaires, et Volotea qui augmente son offre avec l'arrivée annoncée de Ryanair, dont le président a fait hier des annonces. Bon, alors, connaissant le président de Ryanair, il est parfois un peu loin entre les annonces et la réalité, surtout quand il explique qu'il va respecter les lois sociales françaises, mais ça, on va bien voir. Mais en tout cas, une forte augmentation de la concurrence. Et donc, face à ça, il y a effectivement deux types d'actions. Premièrement, les actions internes et avec nos alliés. On avait hier la réunion de nos conventions de nos principaux vendeurs à l'international, 1200 personnes du monde entier, à laquelle participaient le PDG de Delta et le vice-président de China, plus le président d'autres partenaires comme la compagnie brésilienne GOL ou le président de Vietnam Airlines, etc. Et donc, on va mettre en œuvre une politique à la fois de prix commercial et de marketing sur l'Atlantique Nord pour nous permettre de lutter contre ces compagnies, avec en particulier, vous aviez parlé de tarifs sur l'Atlantique Nord, sachant que c'est par exemple un tarif d'un seul aller sans retour, affiché en tout cas, sans bagages et sans repas. Et donc, clairement, on va proposer sur l'Atlantique Nord des tarifs, alors
il y aura toujours des repas inclus, mais pour ceux qui souhaitent sans bagage et avec un vol simplement aller qui permet d'afficher des tarifs qui sont comparables, parce que quand vous ajoutez le retour plus le bagage et un repas, vous arrivez à peu près au même niveau des prix d'appel que les compagnies classiques font sur les allers-retours. Donc une réponse à l'offensive des compagnies low cost long courrier. Bon, ça c'est des réponses tactiques. Après, on verra si ça permet de répondre aux défis, sachant par ailleurs que le business model de Norvégien n'est pas encore complètement assuré et qu'ils ont une dette, le ratio dette sur EBITDA est de l'ordre de 8 ou 9, donc un retentement de conjoncture, le coût du pétrole, etc., peuvent les mettre en difficulté. Et par ailleurs, on réfléchit à, là aussi, comment répondre à la stratégie des low cost sur le marché domestique. Et donc là, il y a une réflexion, un travail stratégique qui est en cours, qui se matérialisera, merci, par la présentation d'un plan à moyen terme au conseil d'administration du groupe au mois de juin, et sur lequel le principal enjeu stratégique sera la place et le rôle d'Air France et de ses filiales sur le marché domestique. Par ailleurs, une partie, et on l'a déjà dit ici, du déficit de compétitivité d'Air France particulièrement, puisque si on prend les chiffres de KLM, ils ne sont pas loin de ceux de nos principaux concurrents, compagnies classiques. Une partie du déficit de compétitivité d'Air France vient de facteurs externes, vient de l'environnement français, puisque la situation d'Air France est assez particulière parmi les groupes et pas que aériens français. Air France est une entreprise qui exporte 60% de son chiffre d'affaires à l'international, qui est en concurrence sur l'ensemble de ses lignes avec des acteurs internationaux et qui a 97% de ses salariés qui sont sous contrat français. Alors que quand on s'appelle Saint-Gobain, Renault ou n'importe quelle grande entreprise, on a des centres de production qui sont plus proches des consommateurs et avec des coûts inférieurs. Et le mix des deux permet d'avoir des coûts unitaires inférieurs. Nous, 97% sont dans l'environnement français, avec des caractéristiques, savoir des redevances à ADP, qui n'est certes pas l'aéroport le plus coûteux d'Europe, mais parmi les, et qui surtout a une évolution, je dirais, assez dynamique de ces redevances, premièrement. Deuxièmement, un système de taxes sur le transport aérien en France qui est supérieur à ce qu'il est dans les autres pays. Donc là-dessus, il y a eu des rapports ici même au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes qui le démontrent. Et troisième aspect qui est sans doute le plus compliqué, mais qui est je veux dire, le coût des contributions sociales, puisque si vous prenez Lufthansa, les charges patronales sont de l'ordre de 25%, enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, mettons 25%, plafonné en gros à 100 000 euros de salaire, alors que les notes sont de 46% non plafonnées, ce qui fait le 1er janvier un delta de coût pour le groupe par rapport à Lufthansa de l'ordre de 400 millions d'euros. Ce qui est quelque chose effectivement difficile à rattraper. Donc si vous additionnez redevances plus taxes plus contributions sociales, vous avez effectivement des facteurs qui expliquent, outre les facteurs internes que je ne sous-estimerai pas et sur lesquels il faut qu'on continue à travailler et on continue les efforts qui ont été entrepris, mais donc qui expliquent une partie du déficit de compétitivité d'Air France et des autres compagnies françaises qui se situent dans le même cadre, mais qui sont un peu moins soumises à la concurrence internationale, puisque, sauf quelques exceptions de lignes, elles volent surtout en long courrier sur les départements et territoires d'outre-mer et face à d'autres compagnies françaises.
Et donc c'est la raison pour laquelle nous attendons beaucoup des assises du transport aérien pour permettre d'avoir un environnement de concurrence, alors à la fois en termes de coûts et d'environnement qui nous soit plus favorable. Un dernier mot pour conclure sur, vous avez parlé d'environnement. Alors effectivement, on a bien conscience du rôle que nous avons sur cet aspect-là. Je vous ai dit tout à l'heure que les nouveaux avions, et c'est grâce aux constructeurs, permettent d'avoir une consommation par siège kilomètre tout à fait inférieure, 20% inférieure. J'ajouterais qu'ils permettent aussi d'avoir 40% de bruit en moins, ce qui est un aspect important pour l'environnement, pour les voisins des aéroports. Que nous travaillons par ailleurs sur des biocarburants. Nous avons signé une convention avec les ministères du Transport et de l'Environnement et avec un certain nombre de partenaires comme Safran, Total, pour développer et investir sur le développement de biocarburants pour l'aviation. Et que par ailleurs, vous avez fait référence à l'accord Corsia, qui est un accord qui a été signé dans le cadre de l'OACI et par IATA, l'association représentant l'ensemble des compagnies aériennes, qui prévoit effectivement d'avoir une croissance, je veux dire, nulle en rejet de CO2 à partir de 2020 et d'arriver en 2050 à avoir une émission réduite de 50% par rapport à ce qu'elle était en 2005. Donc des mesures à la fois directes de réduction de la consommation, avec un certain nombre d'initiatives qui sont prises d'ailleurs par les compagnies pour, sur les trajectoires, dépenser le moins possible de carburant, ce qui est bon pour l'environnement et aussi bon pour les économies de ligne, et avoir des innovations du style avoir des moteurs électriques qui permettent d'éviter la consommation de carburant sur les pistes avant le décollage, et dans tous les secteurs, l'allègement des fauteuils, etc., qui permettent d'arriver à ce résultat. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments en introduction que je pouvais vous donner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comme je l'indiquais, j'ai tout de suite donné la parole à Madame Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président.